Imaginez un instant un silence si profond qu'il semble tangible, un silence blanc, où le temps est figé dans l'étreinte cristalline de la glace, où chaque son, un rare craquement, un soupir tranquille du vent se répercute dans d'interminables couloirs glacés. C'est le monde des glaciers, ces anciens témoins de l'histoire de notre planète qui ont aujourd'hui leur dernière conversation avec nous. Je vous invite à indiquer dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure qu'il est, car où que vous soyez, cette nuit, nous partirons ensemble à la découverte des créations les plus majestueuses et en même temps les plus vulnérables de la nature. Fermez les yeux et imaginez que vous vous trouvez au pied d'un gigantesque glacier. Un mur de glace bleue s'élève devant vous, si haut qu'il se perd dans les nuages. Cette glace se souvient du souffle des mammouths, a vu évoluer la forme des continents et conserve dans ses profondeurs des bulles d'air de l'époque où l'homme faisait encore ses premiers pas. Chaque couche est une page de la chronique terrestre écrite par les cristaux d'eau et le temps. Mais aujourd'hui, cet ancien gardien de l'histoire pleure. Ses larmes coulent en milliers de ruisseaux, se transforment en rivières, se précipitent dans l'océan, indiquant au monde que l'ère des grands glaciers touche à sa fin. Il y a là quelque chose d'indiciblement triste et en même temps de majestueux, comme le dernier chant d'une baleine mourante, comme un coucher de soleil qui sait qu'il ne sera plus jamais comme ça. Les glaciers. Le mot lui-même sonne comme une incantation ancienne, comme le murmure du vent dans les gorges des montagnes. Ils sont apparus sur notre planète lorsque le climat était tout autre, lorsque la neige tombait en si grande quantité qu'elle n'avait pas le temps de fondre. En un court été, s'accumulaient année après année, siècle après siècle, se transformant sous l'effet de son propre poids en une glace dense, presque transparente. Ces rivières glacées descendaient lentement le long des vallées, creusant leur chemin dans la roche, créant la topographie que nous voyons aujourd'hui. Au milieu du XIXe siècle, alors que le monde commençait à peine à comprendre la puissance de la vapeur et du charbon, que les premières cheminées d'usines commençaient à creuser le ciel des villes avec leur fumée, les scientifiques ont commencé à s'intéresser sérieusement à ces masses de glace. Ils ont remarqué que les glaciers menaient une vie particulière. Ils avançaient, conquérant de nouveaux territoires, puis se retiraient, laissant derrière eux des gorges escarpées et des falaises polies. C'est le début d'une longue étude qui aboutira à un constat inquiétant. Imaginez un scientifique de l'époque debout au bord d'un glacier dans les Alpes, notant des mesures dans son carnet de cuir, faisant des croquis avec un crayon. L'air est si pur que chaque respiration semble être la première d'une vie. La neige crisse sous ses pieds et chaque pas résonne dans le silence de la montagne. Il ne sait pas encore que ses arrière-petits-enfants
étudieront ces mêmes glaciers avec un tout autre objectif. Non seulement comprendre leur nature, mais aussi tenter de préserver ce qui peut encore l'être. Parce que quelque chose a changé au cours des dernières décennies. Un processus qui se déroulait à la vitesse des temps géologiques s'est soudain accéléré. Les glaciers qui étaient restés inchangés pendant des millénaires ont commencé à reculer à une vitesse alarmante. Et plus les scientifiques étudiaient ce processus, plus il devenait clair que le rôle de l'humanité dans cette histoire était loin d'être négligeable. L'air que nous respirons a changé. Il contient de nouvelles molécules, du carbone provenant de la combustion des carburants, du méthane provenant de nos innombrables exploitations agricoles, de l'ozone provenant des voitures et des usines. Ces satellites invisibles de notre civilisation s'élèvent dans l'atmosphère et y créent une sorte de couverture invisible qui empêche la chaleur de s'échapper dans l'espace. La Terre commence à se réchauffer et ce sont les glaciers, ces baromètres sensibles de la santé de la planète, qui sont les premiers à le ressentir. Le groupe d'experts international sur le changement climatique, des personnes qui ont consacré leur vie à l'étude de ces processus, nous dit aujourd'hui ce que nous ne voulons peut-être pas entendre. C'est l'activité humaine qui est très probablement responsable du réchauffement rapide auquel nous assistons. Cela ne veut pas dire que la nature n'a jamais connu de réchauffement et de refroidissement auparavant. Bien sûr qu'elle en a connu. Les périodes glaciaires ont été remplacées par des périodes interglaciaires et le climat de la Terre a toujours été variable. Mais ce qui se passe actuellement est trop rapide, trop brutal pour les rythmes naturels de la planète. Il y a là quelque chose de symbolique. Nous, les humains, avons créé une civilisation qui nous a permis de dépasser les limites naturelles, d'apprendre à voler plus vite que les oiseaux, de parler à une distance plus grande qu'aucun animal ne peut le faire, de guérir des maladies qui étaient autrefois une condamnation à mort. Et cette même civilisation est en train de modifier la planète sur laquelle nous vivons. Nos usines et nos centrales électriques, nos voitures et nos avions rejettent dans le ciel des gaz qui, en s'élevant, modifient la nature même de l'océan d'air qui entoure la Terre. Mais il existe d'autres forces, anciennes et puissantes. Les courants océaniques, ces rivières invisibles dans la colonne d'eau de la mer, jouent également un rôle dans cette histoire. Le Gulf Stream, cette artère chaude de l'Atlantique, a augmenté son activité au cours du XXe siècle, apportant une chaleur supplémentaire aux latitudes septentrionales. Les fluctuations naturelles de ces courants peuvent ralentir la fonte pendant un certain temps, donnant ainsi un peu de répit à la planète, mais la tendance générale reste inchangée.
C'est là qu'intervient l'un des mécanismes les plus insidieux du changement climatique, l'effet d'albédo. La neige et la glace blanche renvoient les rayons du soleil dans l'espace comme un miroir géant, protégeant ainsi la planète de la surchauffe. Mais lorsque la glace fond, elle laisse apparaître de la terre ou de l'eau sombre qui absorbe la chaleur du soleil au lieu de la refléter. La planète se réchauffe encore plus vite, la glace fond encore plus intensément. Un cercle vicieux qu'il est de plus en plus difficile de briser. L'Arctique, la couronne de glace de notre planète, est particulièrement sensible à ces changements. Ici, au milieu de la blancheur et des aurores boréales, les températures augmentent environ 4 fois plus vite que dans le reste du monde. Imaginez ce pays de glace et de neige, où la nuit polaire dure des mois, où le vent peut vous faire tomber et où le gel transforme votre souffle en nuages de vapeur. Ici, dans ce monde hostile, chaque degré de réchauffement entraîne des changements catastrophiques. Il y a 2000 à 2023 ans, les massifs glaciaires de l'Arctique ont perdu entre 3 et 5 000 milliards de tonnes de glace. Essayez d'imaginer ces chiffres. 1 billion, c'est 1 million de millions. Si nous pouvions rassembler toute cette glace fondue en un seul endroit, nous aurions une montagne de glace de la taille d'un petit pays. Et cette glace ne se contente pas de disparaître, elle se transforme en eau qui fait monter le niveau des océans dans le monde entier. Ces dernières années ont été particulièrement dramatiques en ce qui concerne les glaces. L'année 2003 a établi un triste record de moins 548 gigatonnes de glace. Une gigatonne correspond à 1 milliard de tonnes. Essayez d'imaginer 1 milliard de tonnes de glace, puis multipliez ce chiffre par 548. C'est plus que le poids de tous les habitants de la planète réunis, plus que le poids de tous les animaux de l'océan. Les scientifiques ont étudié 19 régions du monde où se trouvent les plus grands glaciers et ont découvert une triste tendance. Les glaciers reculent partout, mais l'Alaska et l'Arctique canadien sont particulièrement touchés. Ils représentent près de la moitié des pertes. C'est ici, au milieu de champs de neige et de glace sans fin, dans des fjords où les échos peuvent voyager pendant des heures, que se produit l'un des changements les plus importants de l'histoire moderne de la planète. L'Alaska. Ce nom évoque des images de beauté sauvage, d'étendue sans limite, où l'on a l'impression d'être une petite partie d'un vaste monde. Ici, où le soleil peut ne pas apparaître pendant des semaines en hiver et ne pas se coucher pendant tout aussi longtemps en été, les glaciers font partie de l'essence même de la Terre. Ils ont façonné les vallées, alimenté les rivières et créé le paysage unique qui fait de l'Alaska un endroit unique au monde. Mais aujourd'hui, ces anciennes rivières glacées se réduisent à un rythme qui étonne même les scientifiques.
22% de l'ensemble des pertes glaciaires de la planète se produisent sur ce territoire hostile. L'Arctique canadien y ajoute 20%. Ensemble, ces deux régions fournissent près de la moitié de l'eau qui s'ajoute chaque année aux océans du fait de la fonte des glaciers. Dans d'autres parties du monde, le tableau n'est pas moins dramatique. En Europe centrale, les glaciers ont perdu 39% de leur masse. Imaginez les sommets alpins couronnés de calottes glaciaires depuis des siècles. Ces glaciers ne sont pas seulement beaux. Ils sont une source d'eau pour des millions de personnes. Ils façonnent le climat de régions entières et font partie du patrimoine culturel des peuples qui vivent à leurs pieds. Dans le Caucase, les glaciers ont diminué de 30%. Ces montagnes qui séparent l'Europe de l'Asie, dont les sommets enneigés sont visibles à des centaines de kilomètres par temps clair, où les glaciers alimentent les grands fleuves du sud de la Russie, perdent chaque année leurs joyaux de glace. Mais c'est peut-être l'histoire de la glace de mer qui est la plus frappante. Ces dernières années, sa superficie n'a pas diminué de façon aussi spectaculaire que prévu, malgré l'augmentation continue des émissions de carbone dans l'atmosphère. Cela peut sembler une bonne nouvelle, mais les scientifiques nous mettent en garde. Il ne s'agit que d'un répit temporaire causé par les fluctuations naturelles des courants océaniques. La glace ne se régénère pas, elle a simplement cessé de disparaître à la même vitesse qu'auparavant. Pourtant, elle continue de s'amincir, perdant en moyenne 6 mm d'épaisseur chaque année. Imaginez ce processus. D'immenses champs de glace qui semblent durs comme de la pierre fondent en réalité lentement par le bas. Ils couvrent toujours la même superficie d'océan, mais ils deviennent de plus en plus minces, de plus en plus fragiles. C'est comme les pages d'un livre ancien qui s'effacent sous vos yeux. La forme reste la même, mais le contenu disparaît. Il y a là une tristesse particulière. Les glaciers ne sont pas seulement de l'eau gelée. Ce sont les archives de la planète, les gardiens de la mémoire climatique de la Terre. Ils contiennent des bulles d'air datant de l'époque où nos ancêtres apprenaient à utiliser le feu. En analysant cet air ancien, les scientifiques peuvent nous dire quel était le climat il y a des milliers d'années, quel gaz était présent dans l'atmosphère, comment la température de la planète a évolué. Chaque glacier qui fond est une bibliothèque perdue, une archive détruite de l'histoire de la Terre. Les informations accumulées pendant des millénaires ont disparu à jamais. On ne peut que se demander quel secret du passé climatique de la planète, ces torrents d'eau de fonte qui se jettent dans l'océan, ont emporté avec eux. Mais les glaciers ne sont pas seulement les gardiens du passé. Ils façonnent activement le présent et l'avenir de notre planète. Ils contiennent plus de 75% de toute l'eau douce de la Terre. Imaginez, les 3/4 de l'eau qui n'est pas salée, que vous pouvez boire, avec laquelle vous pouvez irriguer vos champs, sont contenus dans des massifs de glace disséminés dans le monde entier.
Et lorsque cette eau est libérée de sa captivité glaciale, elle entreprend un long voyage vers l'océan. D'abord sous la forme d'un mince ruisseau que l'on peut traverser, puis d'une rivière de plus en plus remplie, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin le rivage et rejoigne l'élément eau illimitée. C'est alors que commence l'un des processus les plus lents mais inévitables sur notre planète. L'élévation du niveau des océans. Au cours des 100 dernières années, l'océan s'est élevé de 20 centimètres. Cela semble peu, moins que la longueur d'une règle d'écolier. Mais essayez d'imaginer les océans du monde entier. Toutes ces baies et ces criques, toutes ces villes et villages côtiers, toutes ces plages et tous ces ports. Et partout, l'eau a monté de ces 20 centimètres. Ce sont des billions et des billions de tonnes d'eau supplémentaires qui sont apparues là où il n'y en avait pas auparavant. Et le processus s'accélère. Le niveau des océans s'élève de plus de 3 mm par an depuis les années 90. Chaque année, les océans du monde entier montent un peu plus. C'est comme la respiration lente mais inarrêtable de la planète. Souffle après souffle, année après année, l'océan monte de plus en plus haut. Les scientifiques se projettent dans l'avenir et constatent des chiffres qui donnent à réfléchir. D'ici la fin du siècle, l'océan pourrait s'élever de 40 centimètres supplémentaires, voire de 3 mètres. Imaginez la différence entre ces projections de la taille d'un enfant à celle d'un adulte. Cette incertitude est due au fait que le climat de la planète est un système incroyablement complexe, où tout est lié à tout, où de petits changements à un endroit peuvent avoir d'énormes conséquences à un autre. Mais il y a 6 glaciers dont les noms méritent d'être rappelés, car ils jouent un rôle particulièrement important dans ce drame. Pine, Thwaites, Haynes, Smith, Pope et Kohler. Ces noms ressemblent à ceux des héros d'une ancienne épopée, mais il ne s'agit en fait que des noms de lieux des glaciers de l'Antarctique. Mais ce sont peut-être des héros, les héros d'une tragédie qui se déroule sous nos yeux. Ces 6 masses de glace sont responsables de près de 10% de l'élévation annuelle du niveau de la mer. En 40 ans, leur perte de glace a augmenté de 77%. Imaginez l'Antarctique, ce continent glacé aux confins du monde, où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 80 degrés, où les vents soufflent à la vitesse d'un ouragan, où la nuit polaire dure la moitié de l'année. C'est ici, dans cet endroit le plus rude de la planète, que se déroulent les processus qui déterminent le sort des villes côtières situées à des milliers de kilomètres. Les glaciers Pine et Thwaites ont particulièrement attiré l'attention des scientifiques. Ils se trouvent dans une partie de l'Antarctique où la calotte glaciaire est particulièrement instable et où les eaux sous-glaciaires érodent progressivement
la base de ces géants de glace. Lorsqu'un tel glacier commence à s'effondrer, il peut entraîner les énormes masses de glace qui se trouvent derrière lui. C'est comme le premier domino qui tombe et qui déclenche une réaction en chaîne. Si les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique occidentale fondent complètement, ce qui pourrait se produire avec un réchauffement de seulement 3 ou 4 degrés, le niveau des océans s'élèvera de 7 à 9 mètres. Imaginez un monde où l'océan serait 9 mètres plus haut qu'aujourd'hui. C'est la hauteur d'une maison de 3 étages. La plupart des villes les plus belles et les plus densément peuplées du monde seraient sous l'eau. Venise, qui lutte toujours contre les inondations, disparaîtrait à jamais. New York, Londres, Tokyo, Saint-Pétersbourg, toutes ces villes où vivent des millions de personnes, où ont été créés des chefs-d'œuvre de l'art et de la science, où bat le cœur de la civilisation humaine, se retrouveraient au fond d'un nouvel océan. 4 à 5% de la masse continentale de la planète sera submergée. Cela représente une menace pour 40% de la population de la planète. Près de la moitié des gens vivent suffisamment près de l'océan pour être affectés par une telle montée des eaux. Heureusement, ce processus prendra beaucoup de temps. Les couches de glace ont une énorme inertie thermique. Elles ne peuvent pas fondre en quelques années, ou même en quelques décennies. Mais la direction du processus est déjà déterminée. Et il sera extrêmement difficile de l'inverser. Mais l'océan n'est pas le seul à souffrir de la disparition des glaciers. Il y a d'autres conséquences, moins visibles, mais non moins dramatiques. Dans l'Arctique, où les étendues blanches s'étirent jusqu'à l'horizon, où les aurores boréales dansent dans le ciel avec des rubans verts et dorés, une véritable catastrophe écologique est en train de se produire. Les morses sont en train de perdre leur colonie. Ces animaux massifs, maladroits sur terre mais gracieux dans l'eau, utilisent les champs de glace comme lieu de repos et de reproduction depuis des milliers d'années. Les femelles donnaient naissance à leurs petits sur la glace et les jeunes animaux y apprenaient à nager et à chasser. Mais aujourd'hui, la glace s'éloigne de plus en plus du rivage et les morses doivent parcourir de plus longues distances pour atteindre leur zone d'alimentation habituelle. Beaucoup d'entre eux ne peuvent tout simplement pas supporter un tel voyage. Les narvals, ces étonnantes baleines aux longues défenses que l'on prenait pour des cornes de licorne à l'époque médiévale, souffrent également de la diminution de la couverture glaciaire. Les narvals avaient l'habitude de vivre parmi les glaces qui leur servaient d'abri et de guide. Aujourd'hui, leur univers familier change chaque année et les animaux doivent réduire leur temps de migration, modifier leurs itinéraires
et trouver de nouveaux moyens de survie. Mais les ours polaires, ces prédateurs majestueux qui symbolisent l'Arctique, sont peut-être les plus touchés. Ils chassent les phoques en les traquant près des plateformes de glace. Mais à mesure que la glace se rétrécit, la chasse devient plus difficile. Les ours doivent parcourir des distances de plus en plus longues à la recherche de leur proie, et nombre d'entre eux ne trouvent tout simplement pas assez de nourriture. Les femelles mettent au monde moins d'oursons, et beaucoup d'entre eux ne survivent pas jusqu'à l'âge adulte. En désespoir de cause, les ours commencent à se rapprocher de plus en plus des habitations humaines. Ils fouillent dans les décharges, essayant de trouver quelque chose de comestible, et s'approchent des maisons attirés par l'odeur de la nourriture. Cela représente un danger pour les hommes, comme pour les ours, car une rencontre avec un ours polaire affamé se termine rarement bien. Le réchauffement des eaux de mer amène de nouveaux hôtes indésirables dans l'Arctique, des virus et des maladies qui, auparavant, ne pouvaient pas survivre dans ces conditions difficiles. La peste des phoques, qui est mortelle pour les phoques annelés, se propage de plus en plus activement. Or, le phoque annelé est le principal aliment des ours polaires. C'est un cercle vicieux. Le réchauffement tue les phoques et les ours ne peuvent pas survivre sans phoques. Les animaux tentent de s'adapter du mieux qu'ils peuvent. Les narvals modifient leur route migratoire. Les ours polaires explorent de nouveaux territoires et se déplacent plus au sud. Mais le rythme des changements est trop rapide pour l'évolution. Pendant des millions d'années, ces espèces se sont adaptées à la vie dans une calotte glaciaire stable. Et maintenant, elles n'ont tout simplement pas le temps de s'adapter à de nouvelles conditions. Ce n'est pas seulement la vie animale qui change, mais aussi le visage même de l'Arctique. Cette terre composée de grands archipels, du bouclier groenlandais et de la partie septentrionale de l'Eurasie, se transforme peu à peu en quelque chose de complètement différent. Des icebergs à la dérive de plus en plus petits se détachent des glaciers et fondent avant même de s'éloigner du glacier mer. Le paysage qui s'est formé au fil des millénaires est en train de changer sous les yeux d'une génération de personnes. Mais l'influence de la fonte des glaciers s'étend bien au-delà des régions polaires. Dans l'Himalaya, ce toit du monde où les sommets s'élèvent à la hauteur des avions de ligne, les glaciers alimentent les plus grands fleuves d'Asie. Les fleuves Yangtze et Jaune en Chine, le Gange sacré en Inde, l'Indus au Pakistan, tous ces cours d'eau du continent prennent leur source dans les glaciers de l'Himalaya. Imaginez un matin dans une vallée de l'Himalaya. Le soleil se lève derrière les sommets enneigés, les colorant de rose et d'or. L'air est si raréfié que chaque respiration demande un effort. Et d'ici, de ces hauteurs vertigineuses, des ruisseaux jaillissent et se mêlent à d'autres ruisseaux pour devenir des rivières
qui font vivre des milliards de personnes dans les plaines en contrebas. Les glaciers de l'Himalaya produisent 8,5 millions de mètres cubes d'eau par an. C'est une quantité inimaginable, une mer d'eau douce qui s'écoule des sommets montagneux vers les plaines où près de 2 milliards de personnes l'attendent. En Inde et en Chine, au Bangladesh et au Pakistan, les gens dépendent directement de cette eau. Elle irrigue leurs champs, fait tourner les turbines de leurs centrales électriques, coule de leurs robinets jusque dans leurs maisons. Mais les glaciers de l'Himalaya fondent aussi vite que partout ailleurs dans le monde. Cela signifie qu'il pourrait y avoir beaucoup moins de ces rivières à l'avenir. Au début, pendant que les glaciers fondent activement, il y aura encore plus d'eau que d'habitude. Mais lorsque les glaciers disparaîtront, les rivières deviendront peu profondes et, dans certaines régions, pourront même s'assécher pendant les saisons sèches. Cette situation est particulièrement dramatique dans des pays comme la Bolivie, l'Équateur et le Pérou, où des millions de personnes s'approvisionnent en eau potable directement à partir de cours d'eau glaciaires. Dans les villes andines, les habitants sont habitués à une eau propre et glacée qui coule directement des montagnes. Mais que se passera-t-il lorsque ces glaciers disparaîtront? Où ces personnes trouveront-elles de l'eau pour elles-mêmes et pour leurs enfants? La fonte des glaciers présente également un danger plus immédiat. Lorsque la glace fond rapidement, l'eau s'accumule dans les vallées montagneuses, formant ce que l'on appelle des lacs glaciaires. Ces lacs sont retenus par des barrages fragiles constitués de roches et de terre gelée. Mais lorsque ces lacs deviennent importants, lorsque le niveau de l'eau augmente trop rapidement, ces barrages naturels peuvent céder. Le débordement d'un lac glaciaire est une catastrophe qui se déroule à une vitesse terrifiante. Des millions de tonnes d'eau déferlent soudainement dans la vallée, balayant tout sur leur passage. La hauteur d'une telle vague peut atteindre 5 à 8 mètres, ce qui équivaut à une maison de 2 étages, dévalant la vallée à la vitesse d'un train de messagerie. Les scientifiques prévoient déjà une telle catastrophe pour la rivière Wanch, où le glacier de l'Ours crée une situation de plus en plus dangereuse. En Chine, en l'an 27, la destruction des glaciers dans les montagnes tibétaines et himalayennes a tué 700 personnes et en a laissé environ 3 millions sans abri. Des villages entiers ont été emportés du jour au lendemain, des routes et des ponts ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais les glaciers recèlent des dangers plus mystérieux. Dans leur épaisseur, dans les couches de glace qui se sont formées il y a des milliers d'années, d'anciens virus et bactéries sont figés. Jusqu'à la fonte des glaces, ces micro-organismes sont en état d'anabiose, comme s'ils dormaient d'un profond sommeil. Mais lorsque la glace fond, ils se réveillent et entrent
dans l'environnement moderne. Des chercheurs ont extrait 1705 types de virus du glacier de Goulia au Tibet. Imaginez ce chiffre, près de 2000 virus différents figés dans la glace depuis que l'humanité est passée de l'âge de pierre à l'âge de l'espace. La plupart de ces virus anciens sont uniques. Ils ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons aujourd'hui. Heureusement, ils infectent d'anciens micro-organismes et ne constituent pas une menace directe pour l'homme. Mais leur existence même soulève la question suivante. Qu'y a-t-il d'autre dans les profondeurs des glaciers? Et 793 millions de kilogrammes de mercure se sont accumulés dans le pergélisol, qui fond lui aussi à mesure que le climat se réchauffe. Cela représente près d'1 milliard de kilogrammes de l'un des métaux les plus toxiques de la planète, enfermé dans le sol gelé. Tant que le sol reste gelé, le mercure ne bouge pas. Mais si le pergélisol commence à dégeler plus vigoureusement, tout ce mercure se retrouvera dans les rivières et les eaux souterraines et de là dans la chaîne alimentaire. Les conséquences d'une telle contamination sont difficiles à imaginer. Le mercure est une neurotoxine qui s'accumule dans l'organisme et peut provoquer de graves troubles du système nerveux. Si près d'1 milliard de kilogrammes de ce métal se retrouvaient dans l'environnement, c'est non seulement l'homme, mais aussi l'ensemble de l'écosystème de la planète qui en souffrirait. Et il y a une cruauté particulière du temps dans tout cela. Le réchauffement climatique est en partie un processus naturel. La planète a déjà connu des périodes de réchauffement. Mais ce qui se passe actuellement est trop rapide. Les organismes vivants qui ont évolué pendant des millions d'années dans des conditions relativement stables n'ont tout simplement pas le temps de s'adapter à des changements aussi rapides. L'évolution se fait lentement en apportant de petites modifications au code génétique des espèces, génération après génération. Mais le climat change plus vite que l'évolution ne peut le faire. Les ours polaires ne peuvent pas apprendre à chasser sans glace en quelques décennies. Les récifs coralliens ne peuvent pas s'adapter rapidement à des eaux plus acides et plus chaudes. Les plantes de la toundra arctique ne peuvent pas s'adapter instantanément à de nouveaux régimes de température. Même l'homme, avec son intelligence et sa technologie, avec sa capacité à s'adapter rapidement à des conditions changeantes, est confronté à des défis auxquels il est difficile de se préparer. Des millions de personnes vivent dans des zones côtières qui pourraient être submergées. Des millions de personnes dépendent de rivières glaciaires qui pourraient s'assécher ou disparaître. Des économies entières sont bâties sur l'hypothèse que le climat reste relativement stable, que l'agriculture peut être planifiée, que le niveau des océans ne monte pas trop vite. Mais la planète change. Et nous faisons partie de ce changement, à la fois sa cause et sa victime. Nous avons créé une civilisation qui a modifié la composition de l'atmosphère. Et maintenant, cette atmosphère modifiée modifie la planète sur laquelle nous vivons.
Il y a là quelque chose d'à la fois tragique et poétique, comme si nous écrivions une lettre aux générations futures, avec les gaz de nos usines et les gaz d'échappement de nos voitures, et que cette lettre leur racontait ce qu'était le monde à l'époque où les glaciers existaient encore. Et pourtant, malgré tout le drame de ce qui se passe, malgré l'ampleur du problème qui semble dépasser toute puissance humaine, il y a quelque chose de profondément humain dans la façon dont nous essayons de trouver un moyen de sortir de la situation que nous avons créée, à l'instar d'un alpiniste perdu dans les montagnes, mais qui ne perd jamais espoir de retrouver le chemin de la maison. L'humanité cherche des moyens d'arrêter ou au moins de ralentir la disparition des glaciers. La première solution, la plus évidente, réside dans la nature même du problème. Si la fonte des glaciers est due à un excès de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il est logique d'essayer de réduire leurs émissions. C'est comme traiter une maladie en s'attaquant à la cause, et pas seulement aux symptômes. Mais nous sommes confrontés à l'un des défis les plus difficiles que l'humanité ait jamais eu à relever: la nécessité de coordonner les efforts de l'ensemble de la planète. Imaginez une soirée dans une ville ordinaire, quelque part sous les latitudes moyennes. Les lumières aux fenêtres des maisons sont allumées, les gens rentrent du travail, les téléviseurs et les ordinateurs sont allumés et le dîner est en train d'être préparé. Chacune de ces activités simples et quotidiennes nécessite de l'énergie. Et l'énergie, dans la plupart des cas, provient encore de la combustion de combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz. Et chaque kilowattheure de cette énergie ajoute un peu de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui s'élève et rejoint la couverture invisible qui enveloppe de plus en plus étroitement la planète. Les actions individuelles de chacun d'entre nous, utiliser les transports publics au lieu des voitures particulières, économiser l'électricité, économiser l'eau, sont des gouttes d'eau dans l'océan d'un problème mondial. Et pourtant, ces gouttes sont importantes parce qu'elles nous changent, nous rendent plus conscients, plus responsables. Lorsque vous éteignez la lumière en quittant une pièce, vous ne sauvez pas directement les glaciers, mais vous vous rappelez que chacun de vos actes a des conséquences, que vous faites partie d'un système plus vaste où tout est lié à tout le reste. Mais c'est au niveau de la technologie et de secteurs entiers de l'économie que se produisent les véritables changements. Et là, comme souvent dans l'histoire de l'humanité, la crise devient le moteur du progrès. La nécessité de trouver une alternative aux énergies fossiles accélère le développement des énergies renouvelables. Les éoliennes, ces moulins modernes qui transforment un souffle de vent en électricité, sont de plus en plus efficaces et de moins en moins chers. Les panneaux solaires, qui semblaient il y a peu une technologie exotique, recouvrent aujourd'hui les toits des maisons du monde entier, transformant chaque foyer en une petite centrale électrique. Les centrales marémotrices exploitent le mouvement perpétuel des marées, transformant le rythme de la planète elle-même en source d'énergie.
La transition du charbon au gaz naturel, puis à l'énergie nucléaire et aux énergies renouvelables, est déjà en cours, bien qu'elle soit souvent motivée non seulement par des considérations environnementales, mais aussi par de simples gains économiques. Il s'avère que dans de nombreux cas, l'énergie propre est tout simplement moins chère que l'énergie sale, surtout si l'on tient compte de toutes les conséquences à long terme. Des technologies entièrement nouvelles sont également en cours de développement. Les biocarburants issus de déchets végétaux, qui peuvent être produits à partir de choses qui étaient auparavant simplement jetées. Des méthodes de production basées sur le recyclage et la réutilisation des matériaux où les déchets d'un processus deviennent la matière première d'un autre. Cela revient à créer un cycle fermé où rien n'est gaspillé, où tout trouve son utilité. Mais il existe aussi des propositions plus radicales, presque fantastiques, pour sauver directement les glaciers. Certains scientifiques suggèrent d'installer des miroirs spéciaux sur l'orbite terrestre d'immenses surfaces réfléchissantes qui dévieraient une partie de la lumière du Soleil, l'empêchant ainsi de chauffer la planète. Imaginez ces miroirs cosmiques tournant lentement dans l'obscurité de l'espace, projetant les rayons du Soleil loin de la Terre. Cela ressemble à l'intrigue d'un roman de science-fiction, mais techniquement, une telle solution est tout à fait réalisable. D'autres suggèrent de créer des boucliers dans les zones de fonte, des structures géantes qui protégeraient les glaciers des vents chauds et de la lumière directe du Soleil. Ces boucliers pourraient fonctionner comme des ombres artificielles sous la protection desquelles les glaciers pourraient conserver leur structure plus longtemps. Il existe également des solutions biotechnologiques. Les plantes génétiquement modifiées peuvent absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère plusieurs fois plus rapidement que les plantes conventionnelles. Ces superplantes pourraient pousser dans des endroits où la végétation conventionnelle ne peut survivre, débarrassant progressivement l'air de l'excès de carbone. Imaginez des forêts de ces plantes. Elles ressembleraient à des forêts normales, mais fonctionneraient comme de gigantesques usines à dioxyde de carbone. Certaines propositions semblent tout à fait fantastiques. Déverser de la neige artificielle sur les glaciers à l'aide de puissantes turbines installées dans les montagnes. Ces machines fonctionneraient comme les canons à neige géants utilisés dans les stations de ski, mais en beaucoup plus grand et plus puissant. Elles prélèveraient l'eau des rivières de montagne et la transformeraient en neige qui se déposerait sur les glaciers, ralentissant ainsi leur fonte. Mais toutes ces solutions techniques, aussi ingénieuses soient-elles, se heurtent à un problème fondamental: l'échelle. Les glaciers sont énormes. Même un petit glacier de montagne contient des millions de tonnes de glace. Et les glaciers géants, comme celui du Groenland, contiennent tellement d'eau que s'ils fondaient tous, le niveau des océans s'élèverait de 7 mètres. Comment protéger de telles masses de glace? Comment construire des boucliers suffisamment grands
pour abriter un glacier de la taille d'un petit pays. Et c'est là que nous nous rendons compte que les solutions techniques, aussi impressionnantes soient-elles, ne peuvent constituer qu'une partie de la réponse. La véritable solution au problème exige quelque chose de plus. Un changement dans le mode de vie même de l'humanité, un changement dans notre relation avec la planète. La coopération internationale devient non seulement souhaitable, mais absolument nécessaire. Les glaciers ne connaissent pas les frontières nationales. Les glaciers de l'Himalaya alimentent des rivières qui traversent de nombreux pays. Les glaces de l'Arctique affectent le climat de toute la planète. Une région ne peut pas résoudre seule le problème de la fonte des glaciers, quels que soient ses efforts. Mais la création de mécanismes de coopération internationale efficaces est une tâche incroyablement complexe. Les pays ont des intérêts économiques différents, des priorités de développement différentes et des idées différentes quant à la responsabilité du changement climatique. Les pays développés, qui ont émis le plus de gaz à effet de serre dans le passé, demandent aux pays en développement de limiter leurs émissions. Les pays en développement répondent à juste titre qu'ils ont droit au même développement économique que les pays développés. C'est comme une dispute familiale où chacun a raison à sa manière, mais où aucune solution commune ne peut être trouvée. Et pendant que les gens se disputent, les glaciers continuent de fondre. La situation des glaciers situés dans les zones frontalières ou neutres est particulièrement complexe. Qui doit être responsable de leur préservation? Qui doit payer pour leur protection? Si un glacier se trouve à la frontière de deux pays, ces derniers doivent-ils partager les coûts de manière égale? Que se passe-t-il si un pays est beaucoup plus riche que l'autre? Si un glacier alimente une rivière qui traverse les territoires de plusieurs pays, comment la responsabilité doit-elle être partagée entre tous? Jusqu'à présent, ces systèmes de coopération internationale sont insuffisants. Il existe des accords et des projets distincts, mais pas de stratégie globale unifiée pour la conservation des glaciers. Le temps passe et chaque année manquante rend le problème de plus en plus complexe et coûteux à résoudre. Mais le changement le plus important ne se situe peut-être pas au niveau de la technologie ou des accords internationaux, mais dans la tête des gens. L'amélioration des connaissances environnementales de la population mondiale est la base de toutes les autres solutions. En effet, toutes les technologies et tous les accords ne fonctionnent que si les gens les comprennent et les soutiennent. Imaginez une salle de classe dans une ville ordinaire. Les enfants étudient la géographie et l'enseignant leur montre une carte du monde. Cette carte montre des glaciers, des taches blanches dans les montagnes et les régions polaires. Mais que se passerait-il si ces enfants grandissaient dans un monde où beaucoup de ces taches blanches n'existeraient plus? Et s'ils doivent expliquer à leurs enfants ce qu'est un glacier en ne montrant que des images? L'éducation à l'environnement n'est pas seulement l'étude des faits concernant la nature, c'est la formation d'un nouveau type de pensée,
dans lequel une personne se comprend non pas comme un maître de la nature, mais comme une partie de celle-ci. Il s'agit de comprendre que le bien-être de l'humanité est inextricablement lié au bien-être de la planète, que nous ne pouvons pas être en bonne santé sur une planète malade. Et ce n'est pas seulement le programme scolaire qui compte, mais aussi ce qui se passe à la maison, dans la famille, dans les interactions quotidiennes. Lorsque les parents expliquent à leurs enfants pourquoi il est important d'économiser l'eau et l'électricité, lorsqu'ils parlent de la beauté de la nature et de la nécessité de la préserver, ils jettent les bases d'une conscience environnementale qui peut déterminer l'avenir de la planète. Les médias jouent également un rôle important. Les documentaires sur la nature qui montrent la beauté des glaciers et le drame de leur disparition, les articles de vulgarisation scientifique qui expliquent les processus climatiques complexes dans un langage simple, les réseaux sociaux où les gens partagent leurs réflexions sur l'écologie, tout cela façonne l'opinion publique et influence le comportement des gens. Mais l'évolution des consciences est un processus lent. Des générations de personnes ont grandi en croyant que les ressources naturelles étaient illimitées et que la planète était si grande que l'homme ne pouvait pas influencer son climat de manière significative. Nous devons maintenant changer ces croyances profondément ancrées, et cela prend du temps. En outre, les informations sur l'environnement sont souvent difficiles à comprendre et effrayantes. Les gens lisent des articles sur la fonte des glaciers, l'élévation du niveau des océans, les catastrophes climatiques, et beaucoup d'entre eux ne savent tout simplement pas quoi faire de ces informations. Le problème semble tellement global et écrasant qu'il est plus facile de ne pas y penser. Il est important de trouver un équilibre entre honnêteté et espoir. Nous devons dire aux gens la vérité sur l'état de la planète sans cacher la gravité de la situation. Mais en même temps, nous devons montrer qu'il y a des choses que chacun peut faire, qu'il y a des raisons de faire preuve d'un optimisme prudent. Et il y a effectivement des raisons de le faire. Les énergies renouvelables se développent plus rapidement que ne le prévoyaient les prévisions les plus audacieuses. La jeune génération est beaucoup plus sensible à l'environnement que les générations précédentes. Les technologies d'économie d'énergie et de recyclage des déchets sont de plus en plus efficaces et abordables. Il existe également des exemples de projets environnementaux réussis. Le trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique, qui semblait récemment un problème insoluble, commence à se refermer grâce à un accord international visant à interdire les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Cela montre que l'humanité peut s'unir face à une menace environnementale mondiale et trouver une solution efficace. Certains pays affichent déjà des résultats impressionnants dans la lutte contre le changement climatique. Le Danemark tire plus de la moitié de son électricité du vent. Le Costa Rica a fonctionné exclusivement à l'aide d'énergies
renouvelable pendant des mois. L'Islande utilise l'énergie géothermique pour chauffer la plupart des maisons du pays. Il s'agit de petits pays, me direz-vous, et leur expérience ne peut pas toujours être appliquée à de grands pays aux économies plus complexes. C'est vrai. Mais ces exemples montrent que la transition vers le développement durable est techniquement possible, qu'il ne s'agit pas d'une utopie, mais d'une réalité que certaines communautés créent déjà aujourd'hui. Les grandes entreprises commencent elles aussi à changer d'approche. Non seulement pour des raisons altruistes, mais aussi parce que les technologies vertes deviennent économiquement viables. Les entreprises qui seront les premières à adopter les technologies vertes auront un avantage concurrentiel à l'avenir. Les investissements dans les énergies renouvelables augmentent plus rapidement que les investissements dans les combustibles fossiles. Cela signifie que le marché a déjà commencé à se tourner vers des solutions plus durables. Le capital, force motrice de l'économie moderne, commence à travailler du côté de l'environnement plutôt que contre lui. Pourtant, la complexité de la tâche ne doit pas être sous-estimée. Le changement climatique est un problème qui évolue lentement, mais qui a des conséquences à très long terme. Les gaz à effet de serre émis aujourd'hui affecteront le climat pendant des décennies. Et les glaciers qui ont commencé à fondre aujourd'hui ne se reconstitueront pas rapidement, même si nous arrêtions complètement les émissions demain. Cela signifie que certains changements sont déjà inévitables. La glace de mer Arctique continuera à se réduire. Le niveau des océans continuera à monter. Certains glaciers disparaîtront quoi que nous fassions. Mais l'ampleur de ces changements dépend encore de nos actions. Il y a une différence entre la disparition de certains glaciers et la disparition de tous les glaciers. Il y a une différence entre élever le niveau des océans d'un demi-mètre et l'élever de 3 mètres. Et cette différence est déterminée par ce que nous faisons aujourd'hui. Dans ce contexte, la lutte pour la préservation des glaciers devient une question non seulement écologique, mais aussi éthique. Nous décidons non seulement du sort des ours polaires et des récifs coralliens, mais aussi des conditions de vie des générations futures. Quel genre de planète laisserons-nous à nos enfants et petits-enfants? Pourront-ils voir les glaciers autrement qu'en photo? Auront-ils les mêmes chances de développement et de prospérité que nous? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais le fait même de les poser est important, car reconnaître un problème est le premier pas vers sa résolution. Et l'humanité a déjà démontré dans son histoire une capacité étonnante à trouver des solutions à des situations apparemment sans issue. Et il y a quelque chose de profondément émouvant et inspirant dans cette capacité à chercher des solutions, dans ce refus obstiné d'abandonner face à des difficultés apparemment insurmontables. L'homme a toujours été un être qui regarde vers l'avant, qui espère, qui croit que demain
peut être meilleur qu'aujourd'hui. Même lorsque nous nous trouvons au pied d'un glacier en train de fondre, même lorsque nous regardons une glace ancienne se transformer en eau et se jeter dans l'océan, nous ne cessons de chercher des moyens de changer le cours des choses. C'est peut-être là notre principale caractéristique en tant qu'espèce. Non pas que nous ayons créé le problème du changement climatique, mais que nous soyons capables de le reconnaître et d'essayer de le résoudre. Aucune autre espèce n'est capable de comprendre les processus globaux qui se déroulent sur la planète, de prévoir leurs conséquences et de planifier pour les décennies à venir. Imaginez un scientifique au bord d'un glacier, quelque part au Groenland. Tout autour de lui s'étend un infini blanc. L'air est si pur que le respirer revient à boire l'eau la plus pure. Le soleil est bas sur l'horizon, colorant la neige de rose et d'or doux. Le silence est si complet que l'on peut entendre son propre cœur battre. Cet homme sait que le glacier qui se trouve sous ses pieds est en train de fondre. Il connaît les chiffres, il a vu les graphiques et les diagrammes. Il comprend les mécanismes des processus qui se déroulent dans l'épaisseur de la glace. Mais en ce moment, devant cette beauté immaculée, il ressent non seulement une inquiétude scientifique, mais aussi quelque chose de beaucoup plus profond. L'admiration devant la majesté de la nature et, en même temps, un sens aigu de la responsabilité. Parce que la connaissance s'accompagne toujours d'une responsabilité. Nous ne pouvons plus vivre comme si nous ne connaissions pas les conséquences de nos actes. Nous ne pouvons pas faire comme si le problème du changement climatique concernait quelqu'un d'autre, ailleurs, à un autre moment. C'est un problème qui nous concerne tous, ici et maintenant. Et pourtant, il y a quelque chose d'étonnant à voir comment la nature et l'homme peuvent trouver un compromis. Comment nous pouvons apprendre à vivre en harmonie, même dans un climat changeant. Dans certaines régions de l'Arctique, les Inuits, les habitants autochtones de ces terres hostiles, s'adaptent déjà aux nouvelles conditions. Ils modifient leurs itinéraires de chasse, apprennent de nouvelles façons de voyager et apprennent à lire les signes changeants de la nature. Leur savoir traditionnel accumulé au cours de milliers d'années de vie dans l'Arctique est désormais inestimable pour les scientifiques qui tentent de comprendre à quelle vitesse et dans quelle direction la nature nordique évolue. Les Inuits connaissent donc la glace comme personne d'autre. Ils peuvent distinguer des dizaines de variétés de glace, prédire son comportement et percevoir les moindres changements dans sa structure. Et lorsque la science moderne rencontre ces connaissances anciennes, quelque chose de nouveau naît, une meilleure compréhension de ce qui arrive à la planète et une approche plus sage pour trouver des solutions. C'est comme deux rivières qui se rencontrent et qui, en fusionnant, deviennent plus fortes que chacune d'elles séparément. Dans d'autres parties du monde, les gens apprennent également à vivre avec des climats changeants. Aux Pays-Bas,
les gens construisent des maisons flottantes qui montent et descendent avec le niveau de l'eau. Au Bangladesh, les agriculteurs développent de nouvelles variétés de riz qui peuvent pousser dans des eaux plus salées. Dans les régions arides d'Afrique, les agriculteurs mettent au point des systèmes de collecte et de stockage de l'eau de pluie qui leur permettent de survivre même en cas de précipitations irrégulières. Ces exemples montrent que l'adaptation est possible, que l'ingéniosité et la persévérance humaine permettent de sortir des situations les plus difficiles. Mais ils nous rappellent aussi le coût de cette adaptation, les efforts, les ressources et le destin humain qu'il faut pour s'adapter à de nouvelles conditions. Et nous revenons aux glaciers, ces témoins silencieux de nos choix et de nos erreurs. Leur lente disparition a quelque chose de tragique et d'instructif à la fois. Ils nous rappellent que la planète n'est pas une ressource infinie, qu'elle a ses limites, ses cycles, sa beauté fragile. Mais en même temps, il nous montre que tout dans la nature est lié à tout le reste, que les changements qui se produisent à un endroit se répercutent dans les coins les plus reculés du monde. La fonte d'un glacier dans l'Himalaya affecte la vie des habitants du delta du Gange, à des milliers de kilomètres de là. Les glaces de l'Arctique déterminent le temps qu'il fait en Europe et en Amérique du Nord. Les glaciers de l'Antarctique modifient lentement le niveau des océans dans le monde entier. Cette interconnexion peut être déconcertante par sa complexité, mais elle est aussi porteuse d'espoir. En effet, si tout est connecté à tout, les changements positifs qui surviennent en un lieu donné peuvent également se propager bien au-delà. Chaque panneau solaire installé sur le toit d'une maison, chaque arbre planté dans un parc municipal, chaque décision d'utiliser un vélo plutôt qu'une voiture sont autant de petites briques dans la construction d'un monde plus durable. Et la chose la plus importante que nous pouvons apprendre de l'histoire des glaciers est peut-être la compréhension du temps. Le temps géologique au cours duquel les glaciers se sont formés et ont vécu se mesure en millénaires et en millions d'années. Le temps humain se mesure en jours, en années, en décennies. Mais entre ces deux échelles, il y a le temps de la planification, le temps de la responsabilité. Un temps où nos décisions d'aujourd'hui déterminent l'état du monde dans 50 ou 100 ans. C'est à cette échelle de temps que nous devons apprendre à penser et à agir. Non pas au rythme du profit immédiat ou des époques géologiques, mais au rythme des générations, suffisamment rapide pour faire la différence et suffisamment lent pour opérer des changements réfléchis et durables. Les glaciers nous enseignent à la fois la patience et l'urgence. Patience, parce qu'un vrai changement prend du temps, parce qu'on ne peut pas changer le système énergétique du monde entier ou le mode de vie de milliards de personnes en un jour. L'urgence, parce que chaque année qui passe rend la tâche plus difficile et les conséquences plus graves.
C'est dans ce paradoxe de la patience et de l'urgence que réside peut-être la principale leçon de notre époque. Nous devons agir rapidement, mais penser à long terme. Nous devons changer le monde rapidement, mais nous devons le faire de manière réfléchie et prudente. Nous devons préserver ce qui peut encore l'être et apprendre à vivre avec ce qui ne peut être changé. Et il y a une beauté à cela. La beauté de la prise de responsabilité, la beauté d'un effort humain collectif pour préserver la maison que nous partageons tous. Car la Terre est bien notre maison commune, et les glaciers font partie de son toit, nous protégeant du soleil trop chaud de l'avenir. Imaginez une soirée quelque part dans les montagnes, loin de l'agitation de la ville. Vous êtes assis au coin du feu et vous regardez les étoiles, qui semblent si proches que vous pouvez les atteindre avec votre main. L'air sent la neige et les aiguilles de pin, et quelque part au loin, vous entendez le bruit d'un ruisseau de montagne. Et dans ce ruisseau coule l'eau d'un ancien glacier, de l'eau gelée à l'époque où vos lointains ancêtres regardaient ces étoiles. Et vous réalisez que vous vous trouvez à l'un des endroits les plus magiques de l'espace et du temps, un lieu où le passé rencontre le présent, où la majesté de la nature rencontre la fragilité de la vie humaine, où la beauté du monde se révèle dans sa totalité. Peut-être que ces moments de silence et de contemplation, moments de contact direct avec la nature, sont ceux que nous avons le plus besoin de préserver, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui viendront après nous, pour qu'ils puissent eux aussi s'asseoir au bord d'un torrent de montagne, écouter son gargouillement et ressentir le lien des temps, le lien des générations, le lien entre l'homme et la planète qui lui a donné la vie. Les glaciers disparaissent, Nietzsche, mais leurs souvenirs, les leçons qu'ils nous ont apprises et la beauté qu'ils ont révélée à nos yeux restent avec nous. Et peut-être que ce souvenir nous aidera à devenir plus sages, plus prudents, plus attentifs au monde qui nous entoure. Après tout, nous sommes tous des hôtes temporaires sur cette planète. Les glaciers étaient là des millions d'années avant nous et pourraient être là des millions d'années après nous si nous apprenions à vivre en harmonie avec les cycles naturels de la Terre. Mais même si certains d'entre eux disparaissent sous nos yeux, ils laisseront derrière eux les vallées qu'ils ont sculptées dans la pierre, les lacs qu'ils ont créés, les rivières qu'ils ont alimentées. Et ils laisseront derrière eux des gens qui ont vu leur beauté et pris conscience de leur valeur, qui ont appris à lire dans leur lente fusion l'histoire de la planète et l'avertissement de l'avenir. Nous avons assisté à l'un des plus grands changements de l'histoire de la Terre, et cette expérience nous a changés. Peut-être est-ce là le but de ce qui se passe, ne pas maintenir le monde inchangé, mais apprendre à changer avec lui de manière sage et responsable. Apprendre à faire partie de la nature et non à être son adversaire. Apprendre à écouter ce que la planète nous dit et à répondre à ses appels non seulement par des mots, mais aussi par des actes. Et qui sait,
Peut-être que dans 100 ans, nos descendants raconteront comment l'humanité a réussi à s'arrêter au bord du gouffre, comment elle a trouvé un moyen de vivre en harmonie avec la planète, comment elle a transformé la crise en une opportunité de croissance et de développement. Et dans cette histoire, les glaciers occuperont une place à part, en tant qu'enseignants qui nous ont appris à voir le lien entre nos actions et le destin du monde, en tant que beauté qui nous a incités à faire des changements, en tant que mémoire qui ne nous a pas permis d'oublier notre responsabilité. En attendant, ils poursuivent leur lent voyage vers l'océan, ces titans mourants, porteurs de l'histoire de la planète et des espoirs de l'avenir. Et nous marchons à leur côté, apprenant de leur patience et de leur sagesse, puisant dans leur beauté la force nécessaire pour le long voyage qui nous attend. Bonne nuit, chers auditeurs. Que vos rêves soient remplis du silence blanc des sommets montagneux, qu'ils soient remplis de la musique des vents de glace, qu'ils reflètent la profondeur bleue de la glace ancienne. Et puissiez-vous vous réveiller le matin en ressentant d'une partie de la puissance et de la beauté que les glaciers portent en eux, témoins du temps, gardiens de la mémoire, enseignants de la sagesse. À bientôt dans le monde des histoires étonnantes que nous raconte notre belle planète.